En Guinée, Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des législatives. L'annonce intervient dans un pays en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Crise politique en Guinée-Bissau, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé ce lundi les militaires à rester à l'écart. Il réclame à nouveau la tenue de la présidentielle le 24 novembre proche comme prévu. Au Burkina Faso, l'état-major des armées a annoncé que 3 assaillants ont été abattus ce lundi à Foutouri, dans l'est du pays. C'était lors d'une vigoureuse riposte à une attaque terroriste. Bienvenue, merci de prendre le rendez-vous de ce point de l'actualité. Le président guinéen Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des législatives, ce dans un pays en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat en 2020. Les détails. Les citoyennes et citoyens guinéens en âge de voter et dûment inscrits sur la liste électorale de l'année en cours sont convoqués aux urnes pour les élections législatives du 16 février 2020, dit un décret présidentiel lu lundi soir à la télévision. Cette date avait été avancée samedi par le président de la commission électorale. Elle restait cependant suspendue à l'homologation du président Condé. Même après son approbation, le calendrier ne peut être tenu pour acquis compte tenu des incertitudes politiques du moment. La date du 28 décembre avait été proposée précédemment, mais l'opposition et ses représentants au sein de la commission électorale avaient dénoncé un projet irréaliste et servant, selon elle, le projet attribué au président Condé de briguer sa propre succession et de faire réviser pour cela la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne le processus électoral avait conclu que la date du 28 décembre était à reconsidérer. L'actuel Parlement est entré en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Des élections devaient se tenir fin 2018 ou début 2019, mais n'ont pas eu lieu pour des raisons politiques et techniques au milieu de querelles exacerbées entre la majorité et l'opposition. La mise à jour du fichier électoral s'est imposée comme un obstacle majeur. En janvier, Condé a prolongé le mandat du Parlement jusqu'à l'installation d'une nouvelle législature à une date non spécifiée. Le président de la commission électorale, Amadou Salif Kébé, avait indiqué samedi que la Guinée avait acquis le matériel électoral nécessaire et s'était montré rassurant quant aux listes électorales. La procureure de la Cour pénale internationale CPI a mis en garde ce lundi les responsables de l'escalade de la violence en Guinée. Elle exhorte le gouvernement et l'opposition à renouer le dialogue après des manifestations sanglantes dans ce pays. Les tensions sont fortes en Guinée après des semaines de manifestations organisées par l'opposition qui soupçonne le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Suite aux informations faisant état de nombreux épisodes de violence en Guinée au cours des dernières semaines, j'appelle tous les responsables et leurs sympathisants à s'abstenir de la violence et à reprendre le dialogue pour éviter de nouvelles victimes, a déclaré la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à commettre des crimes atroces est passible de poursuite par les tribunaux guinéens ou par la Cour pénale internationale, a-t-elle prévenu dans un communiqué. Au moins 16 civils et un gendarme ont trouvé la mort au cours de l'intense mouvement de contestation dont la Guinée, petit pays pauvre de 13 millions d'habitants, est la proie depuis le 14 octobre dernier à l'instigation du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Des dizaines d'autres personnes ont été blessées, des dizaines arrêtées et jugées. Le FNDC veut faire barrage au projet prêté au président Condé de briguer sa propre succession en 2020 et de réviser pour cela la Constitution qui limite actuellement à 2 le nombre des mandats présidentiels. Fatou Bensouda a ajouté que son bureau s'était rendu en Guinée fin octobre pour faire le point sur l'enquête liée au massacre de plus de 150 partisans de l'opposition il y a 10 ans. Pour le ministre guinéen de la Justice, le procès des responsables du massacre de 2009 devrait commencer au plus tard en juin 2020. Ces crimes qui sont les
Crise politique en Guinée-Bissau, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé ce lundi les militaires à rester à l'écart et réclame à nouveau la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain, comme prévu. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont salué ce lundi l'absence d'interférence des forces de sécurité et de défense de la Guinée-Bissau dans la crise que traverse le pays. Ils les exhortent à maintenir cette attitude lors du processus politique et électoral et au-delà. Les membres du Conseil de l'ONU ont tenu ces propos à New York aux États-Unis au thème de la deuxième réunion de 10 jours du Conseil de sécurité sur la Guinée-Bissau, laquelle réunion a été demandée par les 3 membres africains de l'instance, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. En réaffirmant la légitimité du gouvernement du Premier ministre Aristide Gomez, limogé fin octobre par le président José Mario Vaz à organiser le scrutin présidentiel, les membres du Conseil de sécurité encouragent tous les acteurs politiques à travailler ensemble pour tenir l'élection présidentielle le 24 novembre prochain. L'issue de la crise politique et institutionnelle en Guinée-Bissau dépend largement du président José Mario Vaz. Ce dernier a d'ailleurs été mis en garde contre le risque d'une nouvelle guerre civile après un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vendredi dernier à Niamey, au Niger. 12 candidats, dont le président Vaz, battent campagne en vue de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Bénin. L'ancien chef d'État nigérian Olusegun Obasanjo était hier au domicile de son homologue Nicéphore Dieudonné Soglo. Un sujet majeur de discussion lors de leur tête-à-tête, le développement du continent africain. Plus de précisions à travers ce reportage. Au domicile de son homologue béninois, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo ne sera pas reçu par Nicéphore Soglo tout seul, mais entouré. À ses côtés, certaines figures des forces dites de la résistance à Patrice Talon. Une mobilisation faite à dessein. Vous savez le rôle majeur qu'a joué le président Obasanjo dans la crise que notre pays a traversée. Au nom du peuple béninois, je tiens publiquement ici à lui manifester notre reconnaissance. Crise au menu de l'agenda de l'hôte, mais aussi et surtout l'épineuse question d'intégration régionale. Quand on produit, mettons, du cacao, le chocolat, on le reçoit d'Europe, du Moyen-Orient, est-ce que c'est normal? Quand on a, mettons, du coton, ce que nous portons là vient de l'étranger. Et on peut multiplier les exemples. Eux, ils ont le pétrole. On envoie les hydrocarbures et on reçoit, mettons, l'essence. C'est normal? Non. Alors, il faut mettre un terme au pacte colonial. Et pour mettre un terme au pacte colonial, il faut avoir un marché. Et ce marché, c'est le Nigeria qui est la locomotive. Une locomotive qui, pour l'ancien chef d'État nigérian, ne sera effective que dans une synergie d'action. Comme mon aîné vient de le mentionner, il nous faut aller de l'avant. Et on ne peut pas se passer du Nigeria. Mieux, sur le continent africain, on ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui sans le Nigeria. C'est dire toute l'importance de ce pays. Mais ceci dit, tout seul, le Nigeria ne sera point cette locomotive. Il nous faut des actions concertées, une conjugaison des efforts. What will be the locomotive? À la question de savoir les efforts personnellement consentis pour une réouverture de la frontière nigériane, l'ancien président nigérian a préféré parler en parabole. In my part of the world, partout ailleurs au monde, lorsque par malheur, dans vos balades, vous vous retrouvez avec une épine dans la plante des pieds, ce n'est pas à celui qui détient l'objet qui peut aider à vous la soustraire, de venir à vous. Mais c'est à vous d'aller vers lui. Un appel en somme à un sursaut d'orgueil. Pour l'Afrique et son rêve d'émergence, les deux anciens chefs d'État inviteront à ne pas désespérer et à travailler ensemble au-delà des clivages. Au Burkina Faso, l'état-major des armées a annoncé que 3 assaillants ont été abattus ce lundi à Foutouri, dans l'est du pays. C'était lors d'une vigoureuse riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire. Les précisions. Le détachement de Foutouri, dans la province de la Komandjari, agissant dans le cadre du groupement des forces pour la sécurisation de l'Est et du centre-Est, a été la cible tôt ce lundi
d'une attaque terroriste. La vigoureuse riposte des unités a permis de neutraliser au moins 3 assaillants et de récupérer de l'armement et des munitions, a indiqué l'armée dans un communiqué. 2 soldats du détachement ont été légèrement blessés. Ils ont immédiatement été pris en charge et évacués, précise toujours le test. Réagissant à cette attaque, le chef d'état-major des armées, le général Moïse Minengou, a félicité les unités engagées, particulièrement le détachement de Futuri, pour leur détermination. Il a également exhorté l'ensemble des forces armées nationales à poursuivre les efforts qui, indubitablement, les mèneraient à la victoire. Le 6 novembre dernier, 38 personnes ont été tuées et 63 blessées dans une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne, toujours dans l'est du Burkina Faso. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Au total, les attaques attribuées au groupe djihadiste, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres au mouvement État islamique, ont fait environ 500 000 déplacés internes et réfugiés selon l'Organisation des Nations Unies. En Égypte, le canal de Suez fête ses 150 ans. À cette occasion, l'amiral Oussama Rabi, président de l'autorité égyptienne du canal de Suez, SCA, a, lors d'un entretien, assuré que cette voie navigable de 193 km de long qui relie la Méditerranée à la mer Rouge est devenue essentielle pour l'Égypte, mais aussi d'autres pays. Le canal de Suez avait une profondeur de 45 à 50 pieds et après l'agrandissement, il a atteint 66 pieds, ce qui a attiré les gros transporteurs de cargo à passer par le canal de Suez, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Il fallait 22 heures pour traverser l'ancien canal de Suez du nord au sud et maintenant les bateaux prennent la moitié du temps et le font en juste 11 heures. Nous connaissons l'importance du canal de Suez pour nous et pour le monde et nous ne pourrions pas le laisser sans une grande protection et un plan mis en œuvre par les forces armées. Les opérations terroristes dans le Sinaï n'ont eu aucun effet sur le canal de Suez, même pendant la révolution de 2011. Pendant cette période, aucun incident ayant affecté le canal n'a été rapporté. Au Zimbabwe, des centaines d'animaux sauvages ont été déménagés pour cause de sécheresse. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'autorité en charge des parcs nationaux, Tinashe Farawo. Le Zimbabwe a annoncé ce lundi une opération inédite visant à déménager d'une de ses principales réserves plusieurs centaines d'animaux sauvages, dont des éléphants, menacés par la sécheresse catastrophique qui sévit dans le pays. Ils seront évacués dans la réserve de Save Conservancy dans le sud-est du pays et relogés dans 3 autres sites. Il s'agira là de la plus importante opération de déménagement de notre histoire. Elle débutera au début de la saison des pluies, généralement mi-novembre, dès que les pâturages de feuillage commenceront à pousser, a souligné Tinashe Farawo, un porte-parole de l'autorité en charge des parcs nationaux. Comme le reste de l'Afrique centrale, le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse aggravés par le réchauffement climatique qui pèse sur la sécurité alimentaire de la population et de la faune. Depuis 2 mois, au moins 120 pachydermes zimbabwéens sont morts par manque d'eau et de nourriture dans le parc de Hwange, le plus grand du pays. L'ONU a récemment estimé à 7,7 millions le nombre de personnes qui seront menacées par la famine d'ici à janvier au Zimbabwe, soit près de la moitié de la population. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.